Bonjour à tous, ici Lucas Marchand pour une nouvelle vidéo sur le marché des crypto-monnaies. On assiste à une baisse relativement impressionnante des prix depuis la semaine dernière, mais elle n'est ni étonnante ni inhabituelle et elle ne signifie pas forcément la fin du bull market. C'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui et la meilleure manière de procéder, c'est d'observer le roi de tous les graphiques, le chart du Bitcoin. Alors on va tout de suite y jeter un œil. Alors ce que vous pouvez voir là, c'est que on a eu cette accélération du prix du Bitcoin récemment. Je vous avais fait une vidéo autour du 15 février dans laquelle je vous disais qu'il y avait ce risque d'accélération qui s'est réalisé quasiment immédiatement. Et donc, on s'est retrouvé dans un moment où on accélérait, où le prix augmentait de façon régulière et assez douce. Et puis tout à coup, voilà, on a vu cette courbe du prix qui a accéléré et qui a fait que les hausses sont devenues extrêmement impressionnantes et surtout très très rapides. Et ça, c'est typique des enclenchements, des déclenchements de bull market et de phase euphorique. Et c'est à ça qu'on assistait depuis quelques semaines. Et on voit que cette accélération qui a été en particulier donnée par l'ETF Bitcoin, qui a été un énorme succès, qui a fait qu'en fait les investisseurs ont très rapidement pris de la confiance et que tout simplement il y avait une demande qui était mécanique, eh bien vous avez ces grosses bougies vertes là que vous voyez qui montrent en fait qu'on est dans un marché extrêmement positif et que les trend followers, les gens qui aiment bien suivre les tendances, eh bien, ils vont aller prendre du levier sur cet actif-là, sur le Bitcoin, pour pouvoir capitaliser un maximum sur les gains potentiels. Et puis, ça crée forcément de la volatilité. On a déjà une volatilité à la hausse. Et ici, vous voyez la bougie, on a une volatilité à la baisse qui commence à se réaliser parce que le levier est important. Le coût des prêts pour prendre ces leviers, pour prendre ces paris à la hausse est de plus en plus important. On avait des chiffres vraiment impressionnants qui font que c'est de plus en plus dur de rester positionné, même si on a de la conviction, parce que ça coûte extrêmement cher. Et puis, donc on a eu cette première bougie ici que vous voyez qui nous disait attention, attention, le marché commence à devenir nerveux, ça peut se corriger très rapidement. Ça a été acheté très rapidement ici. Et puis, on a fini quand même par trouver un sommet. Et en fait, ce sommet, il est relativement logique dans un marché comme on le vit actuellement. Et on se retrouve avec un marché qui corrige de façon tout à fait logique. On a une baisse à peu près de 20%, je crois. On est autour de 17%. Là, je le fais à la louche. Hein. C'est probablement plutôt 18%. Ce qui est tout à fait dans les logiques historique de ce qui se passe dans un bull market. Et c'est ça qui est difficile quand on est positionné, c'est qu'on ne sait jamais quand se finit le bull market parce qu'on a des baisses qui sont facilement de 20 à 30%, y compris sur l'actif entre guillemets le moins volatile qu'est le Bitcoin. Maintenant, si on prend du recul, vous voyez que ce qu'on a là, c'est encore relativement anecdotique et c'est ça qu'il faut bien comprendre avec un actif comme le Bitcoin, c'est que vous avez forcément des baisses qui sont en relation avec la vitesse de la hausse. Et donc 20-30% dans les dents en quelques jours, c'est pas fou. Et c'est ce qui fait la difficulté d'investir sur le long terme sur ce type d'actifs et donc de rester positionné. Alors, est-ce qu'on est à la fin du bull market ou pas? On ne peut pas le dire malgré tout. Évidemment, on ne sait jamais ce qui va se passer. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que les fondamentaux qu'on a vus ces dernières semaines, ils sont toujours là. On a toujours des ETF qui sont un énorme succès pour le Bitcoin. On a toujours de la liquidité qui revient sur les marchés. On a eu quelques nouvelles un petit peu effrayantes et c'est peut-être en lien avec la baisse qu'on a là au niveau des banques centrales et puis des chiffres de l'inflation. Si vous ne l'avez pas fait, regardez la vidéo de lundi de Thomas Veillet sur la plateforme Vauban 360 dans laquelle il parle de cette déception qu'il y a eu par rapport au CPI, donc au taux d'inflation en particulier aux États-Unis. Ça illustre, ça donne du contexte au graphique que je vous montre là, pourquoi les investisseurs pourraient être inquiets. Mais il n'en reste pas moins que sur le long terme, on est toujours dans cette tendance de baisse de l'inflation avec
des ralentissements plutôt, où on n'est pas en train de se dire est-ce que les taux vont baisser un jour, on est en train de se dire quand est-ce qu'ils vont baisser, est-ce que ce sera au milieu de l'année, à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Donc ça, il faut bien le garder en tête, que dans la réalité, en plus, la liquidité revient déjà maintenant, on en a parlé dans d'autres vidéos. Il faut aussi voir que l'adoption continue, que le halving du Bitcoin va tout de même arriver, que l'ETF Ethereum est toujours en lice et qu'il pourrait arriver au milieu de cette année. Donc on a toutes ces choses-là qui doivent nous faire penser qu'on a toutes les chances d'être toujours dans un bull market et qu'en tout cas, ce serait dommage de l'enterrer maintenant avec une baisse qui, historiquement, comme je vous l'ai dit, 20-30%, est tout à fait logique et normal. Si vous regardez les derniers bull market du Bitcoin, eh bien vous avez toujours ce genre de choses. Et donc ça, c'est vraiment le genre de baisse auquel il faut être prêt. Et simplement savoir gérer. Et c'est maintenant aussi que vous savez si vous étiez trop positionné. Parce que si ce mouvement-là vous fait vraiment trop flipper, ça veut dire que vous avez de la peine à gérer votre position psychologiquement. Et ça, c'est jamais bon. Je voulais passer encore sur quelques éléments un petit peu techniques. Alors, moi, je ne suis pas un grand analyste technique, mais je m'appuie sur quelques petits trucs qui m'aident à réfléchir à la direction des marchés, à quand est-ce que je veux vraiment m'inquiéter. Alors là, je vous montre quelque chose de très très simple. Mon graphique fait un peu des siennes. Hop. C'est qu'on est dans une tendance haussière de long terme sur le Bitcoin. Je ne sais pas pourquoi ma ligne ne veut pas se mettre. Bon, on va faire ça comme ça. Alors évidemment, avec l'accélération, cette ligne n'a plus beaucoup de sens, mais c'est quand même celle qui est le socle sur lequel se construit le bull market. Donc on est encore loin de voir ça se casser. Ça serait vraiment catastrophique techniquement. Donc on est toujours en fait dans une phase d'accélération. C'est là qu'on le voit. C'est qu'on est encore extrêmement loin ici de notre sol, entre guillemets. Et on a ici une zone qui est assez solide sur le Bitcoin et qui nous fait penser qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour prendre position maintenant si on se sentait sous-exposé. Bien sûr, on a des étages plus bas, on peut aller se faire peur ici, etc. Mais toujours est-il que voilà, moins 20% à peu près sur notre bull market, c'est une opportunité historiquement qui peut être payante. À chacun de savoir où il en est dans la construction de sa position. On fait un petit tour sur Ethereum. Ethereum, c'est un petit peu la même bataille. Vous voyez, hop, là j'avais déjà fait ma belle ligne. On a été frôlé, hein, vous voyez. Avec le Bitcoin, c'était un peu plus franc. Et c'est marrant parce qu'avec Solana, on a un effet aussi encore plus lointain que pour Ethereum, où là, la première zone intéressante, elle est encore très loin parce que Solana, c'est un cas particulier dont on va parler un petit peu plus en profondeur aujourd'hui. Parce que Solana, j'avais fait une vidéo à $140 à peu près. Ici, hein, de nouveau, j'ai eu de la chance ces derniers temps, mais quand on est en bull market, on a toujours de la chance. Donc je vous ai dit ici que c'était pour moi extrêmement évident que Solana était un actif à posséder. Maintenant, pourquoi? Parce que tous les indicateurs de volume explosaient et c'était en lien notamment avec la folie des meme coins, mais aussi simplement l'arrivée du bull market dans laquelle on a des projets qui se réalisent très vite, des airdrops, des TVL, donc des montants injectés dans les projets qui montent très haut très vite. Et ça faisait que le prix semblait devoir forcément suivre cette explosion d'ATVL qui était extrêmement logique et quasiment inévitable puisque les projets Solana eux-mêmes, gardez bien ça en tête, capent la liquidité, limitent la liquidité, la capacité des gens à utiliser leur plateforme parce que ça va tellement vite qu'ils préfèrent y aller par étapes pour ne pas prendre trop de risques. Et ça veut dire que quand ils libèrent la limite, eh bien, très très rapidement, il y a encore plus d'argent qui rentre quasiment du jour au lendemain et à chaque fois le prix doit s'ajuster. Et donc là, on est passé avec Solana. Moi, je pensais qu'on continuerait un petit peu plus tranquillement sur l'augmentation du prix de Solana, mais on a pris une augmentation extrêmement, vraiment rapide. Là, on était vraiment dans une phase euphorique. Vous voyez, ça a été $50 de 150 à 200 en gros en quelques jours. Un truc assez dingue qui a été surtout poussé par la folie des meme coins sur Solana.
et forcément beaucoup de spéculation qui a été maintenant corrigée en partie. Solana, je serais un peu moins à l'aise de rentrer dessus, même malgré tout ce que j'ai pu dire encore la semaine dernière, parce que les meme coins, c'est quelque chose qui peut passer très vite et que peut-être c'est pas le premier des trois actifs qu'on a vu, Bitcoin, Solana, Ethereum, c'est pas le premier sur lequel je me mettrais maintenant, parce que peut-être qu'il a envie d'aller revisiter ici le premier sol qu'il connaît, puisque la montée était tellement rapide et que si tout à coup le ballon des meme coins se dégonfle très vite malgré tous les aspects positifs qu'on a sur Solana, on pourrait retourner à un prix encore de 150, 160 dollars qui serait assez logique, et puis rester dans cette zone de prix un certain temps avant de prendre un nouvel élan. Mais ça, c'est que de la supposition. Si l'activité continue à exploser comme elle le fait, tôt ou tard, ou même rapidement en fait, on va repartir à la hausse. Je voulais à ce propos justement vous parler vous partager quelques coupures de presse Solana, voilà, qui a dépassé les 200 dollars et s'est poussé vraiment par cette folie des meme coins et une demande pour le réseau Solana. On a vu Solana la semaine dernière que j'ai un petit peu utilisé, qui a de la peine à gérer le nombre de transactions alors que c'est censé être la chaîne sur laquelle c'est facile, mais il y a tellement de demandes que c'est extrêmement difficile pour Solana de suivre la demande importante en termes de transactions. Et donc on a la DeFi qui explose sur Solana, on a les meme coins, on a les NFT, etc. Et tout ça mis ensemble, ça fait que certaines transactions ne passent tout simplement plus. Et on a le réseau qui coince. Et donc ça, c'est aussi une limite pour Solana peut-être, qui explique que c'est un peu plus compliqué cette semaine en termes de prix. Autre élément que je voulais vous partager, voilà, le nombre de liquidations sur le Bitcoin quand le 15 mars, il a perdu 7% de sa valeur et on a vu 660 millions de liquidations en un seul jour. Et là je reviens sur ce que ma martingale sur le levier et les liquidations, c'est que ça va très vite et que les investisseurs dans les crypto-actifs sont très agressifs. Et donc les corrections sont 2 fois plus fortes ou 10 fois plus fortes parce qu'ils se retrouvent obligés de vendre leur position à perte parce qu'ils se font liquider. Donc important d'avoir ça en tête. Maintenant, on a le marché qui a été un peu nettoyé, ça c'est bien. Maintenant, on a des investisseurs qui sont un petit peu moins en levier, une communauté des investisseurs qui est un petit peu moins en levier, le prix du lending, du prêt et de l'emprunt surtout a baissé. Donc c'est moins cher d'emprunter pour prendre du levier que la semaine dernière, et c'est beaucoup moins cher, pas un peu moins cher, beaucoup moins cher. On reste dans des choses historiquement relativement élevées par rapport à un hiver crypto, mais on se retrouve quand même avec quelque chose d'un petit peu plus raisonnable parce qu'on avait des métriques qui n'étaient pas soutenables, 50, 60% sur des prêts en US dollars. C'est quand même compliqué. En USDC, USDT, vous pouviez prêter votre argent à des plateformes de lending et puis vous aviez vos 60%. C'est quand même des choses qui sont difficiles à soutenir sur le long terme. Dernier point que je voulais aborder, et ça c'est le côté bonne nouvelle, et c'est là que je vous dis que fondamentalement ça va vraiment dans la bonne direction. La mise à jour dont j'avais déjà parlé d'Encun d'Ethereum a été mise en place, mise en production la semaine dernière. Ça s'est déployé sur les L2 d'Ethereum jusqu'à encore hier ou avant-hier. Et maintenant, on se retrouve, et j'ai testé ça en profondeur, on se retrouve avec des transactions à 1 centime sur des réseaux comme Arbitrum, qui sont des réseaux très peuplés, sur lesquels les transactions étaient en moyenne peut-être de 20 ou 30 centimes. Et bien maintenant, c'est 1 centime, 2 centimes. On avait des transactions qui étaient de plusieurs dollars. Maintenant, c'est quelques centimes aussi. C'est extrêmement impressionnant de voir les efforts qui ont été faits avec cette mise à jour et à quel point ça fonctionne bien. Ça fonctionne probablement même mieux que ce que beaucoup d'analystes anticipaient, qui pensaient que les coûts faibles n'allaient pas durer du tout. Alors pour l'instant, ils sont tout à fait stables. Et puis on a une activité qui reste relativement raisonnable. Et donc on n'a pas de raison de penser que ces frais ne vont pas rester bas. Donc un vrai succès pour Ethereum. Alors Arbitrum, la chaîne L2 la plus active sur le marché, elle n'est encore pas aussi populaire que ce qu'on peut voir sur
sur Solana en ce moment, alors que maintenant elle a des coûts qui sont similaires. Et donc là, il y a quelque chose d'intéressant à observer, je pense, c'est où vont aller les utilisateurs. Est-ce que Ethereum va être capable de séduire la grosse masse des utilisateurs qui aiment bien s'amuser avec la blockchain pour leur faire comprendre que on peut être maintenant sur Ethereum avec des coûts complètement minimes. On peut faire des mêmes coins sur Arbitrum, sur Optimism, sur Base, sur toutes ces L2 qui sont tellement puissantes maintenant. Il y a beaucoup de TVL autour des écosystèmes Ethereum, donc ça c'est l'avantage d'Ethereum. S'ils arrivent à attirer des masses de nouveaux utilisateurs, ça peut être extrêmement puissant. Mais on a vu dans l'histoire des crypto-monnaies et des projets blockchain que parfois les simples métriques, les simples capacités d'une blockchain ne suffisent pas. Il y a un aspect marketing, il y a un aspect communautaire, il y a un aspect suivi de tendance qui est difficile à quantifier et qui est difficile à créer à partir de rien, même quand on s'appelle Ethereum. Et ça va être intéressant de suivre dans les prochaines semaines ce qui va se passer dans cette espèce de bataille maintenant qui se joue quasiment plus qu'entre Ethereum et Solana. Évidemment, le Bitcoin, c'est un cas différent, mais les autres blockchains, même Avalanche, commencent à vraiment passer au second plan. Et ça va être la bataille du système modulaire d'Ethereum contre le système unique de Solana. Et on va voir ce qui se passe. Moi, je suis ça avec beaucoup d'intérêt. Je m'intéresse aux deux projets. Je n'ai pas de préférence. Ce n'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est de regarder ce qui se passe un petit peu sur les deux, de tester les nouvelles solutions, les nouvelles applications. Je suis allé voir des applications qui débutent maintenant sur Solana comme Jupiter. Jupiter, c'est un projet qui fait des perpétuels, qui fait du trading de perpétuels, et donc qui est l'équivalent de ce qui s'appelle GMX sur Arbitrum, dont j'ai beaucoup parlé dans certains de mes contenus. Et comparer les deux, c'est une expérience vraiment intéressante parce qu'on peut voir quels sont les points forts et les points faibles de l'un et l'autre. Peut-être que je devrais faire une vidéo complète là-dessus. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous encourage à regarder ce qui se passe sur Solana parce que même si on est toujours dans des projets qui débutent, qui peuvent être relativement risqués, c'est extrêmement intéressant de voir ce qui se passe et il y a des opportunités à saisir. Tout comme il y en a aujourd'hui sur Arbitrum qui est un petit peu moins à la mode et qui, à mon avis, est en train de proposer sur certains des projets qui se trouvent sur Arbitrum des prix vraiment bas historiquement et fondamentalement parce que tous les yeux sont tournés vers les mêmes coins, toute la liquidité est aspirée par Solana et on se retrouve vraiment maintenant avec des L2 qui sont 50 fois meilleurs que la semaine dernière parce qu'il y a ce système de blobs qui est là. Donc c'est l'article que je vous montre là. Ce qu'on appelle les blobs, c'est donc le système qui permet au L2 d'être beaucoup moins cher. Donc la mise à jour d'Encon. Et maintenant qu'elle est en place, eh bien, les L2 sont historiquement pas trop chers parce qu'en plus on a eu cette correction sur les prix d'Ethereum, de Bitcoin qui s'est impacté sur les plus petits projets d'Arbitrum, d'Optimism, etc. Et donc je pense qu'il y a de quoi faire la chasse aux bonnes affaires dans ce coin-là maintenant. Sur Solana, tout reste très valorisé parce qu'il y a tellement d'adoptions qu'on peut essayer de monter dans le train, mais ce n'est pas la chasse au solde, alors que c'est le cas sur Arbitrum, chasse au solde avec des projets dont les prix viennent de baisser assez fortement. Donc pourquoi pas aller regarder de ce côté-là non plus. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je m'arrête là. Je vous invite à découvrir la plateforme Vauban 360 sur laquelle il y a plein de contenu. Allez voir la dernière vidéo de Thomas Veillet, elle est gratuite pour les membres gratuits de Vauban 360. Il vous suffit de vous inscrire sur la plateforme et puis vous pouvez profiter de ces vidéos-là. Vous avez aussi les abonnements payants qui vous permettent d'avoir encore plus de contenu. Donc je vous attends sur cette plateforme Vauban 360. Vous avez aussi toutes mes vidéos qui sont publiées là-dessus. Comme ça, vous ne ratez rien et vous avez plein de bonus de vidéos, de dossiers d'analyse, etc. Je m'arrête là. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un plein succès dans vos investissements et je vous dis à bientôt.